Félix Tshisekedi et Paul Kagame réunis dans un même lieu, l'occasion est rare. Alors, le président congolais en profite. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade. Kagame, lui, avait pris la parole plus tôt. Alors, c'est son ministre des Affaires étrangères qui s'est chargé de répondre au président congolais. Le seul à pouvoir arrêter cette escalade est le président Tshisekedi, et lui seul. Dans un long poste, le ministre réitère les exigences de son pays. La neutralisation des FDLR, le groupe rebelle rwandais actif dans l'est de la RDC. Et le désarmement des milices Wazalendo qui combattent aux côtés de l'armée régulière congolaise. Et il conclut. Il peut enfin le faire en cessant cette comédie politique ridicule qui consiste à abuser d'une tribune d'un sommet important de partenariat économique pour lancer des mensonges éhontés avant de se faire passer pour une victime d'un conflit qu'il a lui-même provoqué. En RDC, la sortie de Tshisekedi à Bruxelles a fait réagir. Pour l'opposition congolaise, le président a fait preuve de faiblesse. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'irresponsabilité. Parce que là, il nous dit tout simplement, par le message qu'il veut faire passer, qu'il n'est pas apte à pouvoir trouver ou à pouvoir redonner la paix en République démocratique du Congo. Mais le camp du président salue un discours d'apaisement. Sa main tendue n'est pas un signe de faiblesse. Je rappelle à l'opinion que nous sommes en discussion à Doha et à Washington. Il s'agissait de rappeler à son homologue que s'il continue à traîner des pieds, il devrait être conséquent, et cela devant la communauté internationale. Malgré les négociations en cours, sur le terrain, les combats continuent entre le M23 et l'armée. Mercredi, Félix Tshisekedi a finalement renoncé à signer l'accord cadre préparé par Washington et censé impulser une coopération économique entre les deux pays. Armée régulière et membres de l'AFC M23 poursuivent leurs affrontements dans le Sud Kivu. Les combats se sont intensifiés dans le territoire de Chabunda, frontalier avec la province de Maniema. Les insurgés réalisent une percée. Ce regain de violence fragilise un peu plus le processus de paix en cours, à plus de 3000 km de là, à Doha. Mais du côté du pouvoir, l'arrêt rapide des combats reste en ligne de mire. Le plus important ici, c'est que les deux parties se parlent. Le Rwanda et la République démocratique du Congo se parlent. Sur le terrain, il faut dire qu'il y a violation régulière du cessez-le-feu, que ce soit à Bukavu, que ce soit du moins dans les territoires qui sont occupés par l'ennemi. Car la province du Sud Kivu est source de convoitises, en particulier le territoire de Chabunda et ses ressources minières. Le M23 pointe du doigt le pouvoir. Cette posture belliciste, cette posture offensive ne facilite pas la tâche à la solution politique. Et nous demandons pour nous, et c'est ça notre position, nous demandons à ce que la médiation s'active suffisamment pour que nous puissions rendre impossible la reprise des hostilités. Nous sommes en train de nous défendre contre les assauts de la partie gouvernementale et nous nous défendons avec retenue. Les belligérants s'accusent donc mutuellement de poursuivre les combats, alors même qu'un 6e round de négociations entre le gouvernement et la FCM23 aura lieu la semaine prochaine pour finaliser le mécanisme de cessez-le-feu. Ces tensions inquiètent au sein même de la société civile. Le fait de dire qu'il n'y aura plus les assises à Doha cette semaine, on a eu crainte et on commence à se poser mille et une questions. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas encore les dessous des tables qu'on nous cache, qu'il n'y a pas de couloir humanitaire, il n'y a rien, nous souffrons, mais les accords tardent de ne pas être signés. Jusqu'à la semaine prochaine, les canaux de discussion restent ouverts. Il s'agit d'aller plus loin que la déclaration de principe signée par Kinshasa et le M23 le 19 juillet dernier. Pour calmer les pleurs de ce nourrisson,
Pascal n'a qu'une serviette humide à offrir à ses parents. Cet enfant souffre d'une forme grave de paludisme. Il lui faut rapidement recevoir une injection d'artesunate. Mais le médicament n'est pas disponible. Depuis le mois de février, les ordonnances sont en rupture. Comme les ordonnances sont en rupture, nous avons refait l'enfant à l'hôpital du district pour prendre la prise en charge. La pénurie de ce remède vital est l'une des conséquences directes du tarissement de l'aide américaine. Cette mère ne se remet pas de la mort de son fils. Après 3 jours de fièvre, sa famille l'avait emmené au centre de santé le plus proche. Mais arrivé sur place, pas d'artesunate. Mohamed est décédé à 9 mois. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre attrape le paludisme. Si c'était possible, je ne voudrais plus jamais avoir le paludisme, y compris dans ma famille. Face au fléau mortel, ces villageois se retrouvent totalement désarmés. Jusqu'ici, des agents de santé communautaires, financés par les États-Unis, se rendaient de village en village pour détecter les cas de malaria. Aujourd'hui, la quasi-totalité ne travaille plus. Résultat, les décès explosent. Morte en juillet, à l'âge de 5 mois, la fille de Djida et Daouda aussi aurait pu être sauvée. Et après l'enterrement de l'enfant, et depuis les jours jusqu'à aujourd'hui, bon, moi je me sens à l'aise, même pour aller travailler comme ça au sang. Bon, mon corps là ne veut pas beaucoup travailler parce que je pense à l'enfant là. Je n'arrive pas à travailler comme il faut. Lancée en 2005 par George W. Bush, l'initiative présidentielle contre le paludisme avait pourtant permis de diviser par 2 le taux de mortalité. Un programme que Donald Trump a décidé de suspendre dès son arrivée à la Maison-Blanche. 1 mois plus tard, une dérogation limitée est toutefois accordée pour les activités vitales sur le paludisme. Mais rien ne change vraiment, le principal exécutant de ce programme, l'USAID, ayant été dissous. Parce qu'on sait que le paludisme grave, qui n'est pas bien traité, ça cause l'anémie. Et quand l'anémie s'installe, c'est la mort qui suit. Donc ce qui fait que cette année déjà, à partir de janvier jusqu'à août que nous sommes, nous avons déclaré beaucoup de cas de décès dans la communauté. Et s'il faille on continue comme ça, je me dis que la conséquence primaire, c'est d'abord les décès en cascade. Alors que les contaminations atteignent chaque année un pic entre septembre et octobre, les autorités sanitaires sont inquiètes. Nous allons recevoir en ce moment un peu de 200 000 ampoules d'artesunate injectables. Or, les besoins en termes par trimestre de la région tournent autour de 350 000 ampoules. Ça fait donc que vous constatez que cet intrant ne pourra couvrir qu'une partie du trimestre 4 qui se prépare déjà. Pour le père de famille, les progrès réalisés ces dernières années dans la lutte contre le paludisme n'auront été d'aucun secours à son fils. Au cœur des montagnes de Simandou, les tractopelles dévorent la jungle tropicale. Nous sommes à des centaines de kilomètres de Conakry, en pleine Guinée forestière. Ce site titanesque est en passe de sortir ses premières cargaisons de minerais de fer, avec pour ambition de propulser le pays au rang des plus gros exportateurs mondiaux. Un projet chiffré à 18,5 milliards d'euros d'investissement et qui aura nécessité la construction d'un port et de plus de 650 kilomètres de voies ferrées. Réunir les 4 partenaires industriels et le gouvernement guinéen pour mener à bien ce projet, ça a été une tâche monumentale. Mais je pense que cela en valait vraiment la peine, car cela nous permet aujourd'hui de construire dans un environnement stable et favorable. Du point de vue de la construction, les défis concernent la logistique, c'est-à-dire la capacité à acheminer tout ce matériel dans le pays vers les différents chantiers. Les premiers gisements dans le sud-est du pays ont été identifiés dans les années 90. Et depuis, le prix du minerai de fer a explosé, dopé par le marché chinois. Les autorités ne jurent que par les gains à venir. C'est une mine exceptionnelle avec une production qui va être qui va marquer le marché du minerai de fer à l'échelle mondiale, avec une teneur extrêmement importante sur le plan de la qualité, et ça générera beaucoup de ressources
pour l'État guinéen. Et puis, avec le chemin de fer, c'est tout un écosystème économique qui va être totalement changé. Pourtant, la ligne ferroviaire construite pour l'occasion est très éloignée des grandes villes guinéennes, comme le souligne ce chercheur. Le potentiel de transformation économique nationale lié à ces projets est très limité. On a eu d'autres projets comme le projet GAC qui étaient annoncés comme des méga-projets, mais qui en réalité sont retrouvés comme des projets à dimension très réduite et qui ont eu des impacts très limités en termes de transformation structurelle de l'économie nationale. Surtout, un rapport d'ONG alerte sur la pollution à proximité des constructions. La terre mise au jour par les engins ruisselle dans les cours d'eau, un enjeu dont les entreprises minières affirment avoir bien conscience. Vous avez pu constater en parcourant le site que nous consacrons beaucoup de temps à la construction des pièges à sédiments afin de contenir les zones où nous avons mis à nu le sol. Nous réhabilitons très rapidement, nous procédons à l'ensemencement hydraulique pour essayer de consolider ce flux de sédiments. En attendant, dans les villages alentours, les populations locales sont déjà impactées. Sur le fleuve, les bateaux de dragage semblent avoir fait fuir les poissons. Depuis le début des activités des sociétés minières, la pêche est totalement menacée. Il y a quelque temps, des pirogues revenaient de la pêche avec au moins 10 bassines de poissons, mais maintenant les pirogues n'amènent que 2-3 bassines. Pour compenser leurs pertes, les constructeurs ont distribué aux habitants de quoi partir pêcher plus loin, en haute mer. Mais selon un représentant local, la pratique aurait déjà fait 3 morts, faute de pirogues adaptées.